c'est le point d'orgue de cette campagne électorale. En fait, votre programme, c'est un banco. Non. Il y a plein de promesses, mais quand on le rate, il n'y a rien derrière. Jordan Bardella, le grand favori des sondages, face à Gabriel Attal, Premier ministre. Et je serais tout disposé à vous dire que ça sent le roussi pour Gabriel, au regard de la mauvaise dynamique du camp présidentiel depuis 7 ans, mais il se trouve que les deux hommes s'étaient déjà affrontés lors de la dernière campagne présidentielle. Et Bardella s'était pris une leçon. Pas une leçon de stratégie, son objectif était bien pensé, jouer la carte du socialisme protecteur face au parti des riches. Jordan Bardella, vous aggravez. On a là la preuve que, en vérité, la réélection d'Emmanuel Macron va entraîner une accélération de la casse sociale. Parce que ce soir, il y a des millions de Français qui nous écoutent et qui se disent « Mais comment est-ce que je vais pouvoir travailler jusqu'à 65 ans ?» C'est très bien ça permet de rassembler à gauche et c'était bien là que le RN pouvait espérer faire basculer l'élection présidentielle. Vous expliquez aux Français, vous parlez des millions de Français qui nous écoutent. Ils sont intelligents, les Français. Ils savent qu'à la fin, il y a toujours quelqu'un qui paye. Et donc, quand vous leur expliquez... Vous pourrez travailler moins longtemps. C'est sûr que c'est toujours eux qui payent. Et en plus, vous aurez une meilleure retraite. Et toujours les plus pauvres. Et en plus, C'était donc bien au niveau de la stratégie, mais pour ce qui est de la tactique, il n'était pas au niveau. Je prends un instant pour préciser ces deux notions. La stratégie, c'est la vision globale du champ de bataille. C'est une réflexion du type, au regard de mes forces et de mes faiblesses, et au regard de ce que je sais de celles de mon adversaire, je vais avoir intérêt à attaquer sur ça, à dérouler sur tel sujet, à esquiver sur tel autre. La tactique, c'est l'exécution du plan une fois que vous êtes sur le champ de bataille. Sur ce terrain, Gabriel Attal s'est montré plus autoritaire, plus dominant. À force de tout promettre à tout le monde, de dire à tous les Français ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est sûr qu'à la fin, on se retrouve avec des dépenses qui ne sont pas financées. Vous croyez que c'est facile de dire aux Français... Je ne vous ai pas interrompu, Jordan Bardella, pas une seule fois. Vous croyez que c'est facile de dire aux Français qu'ils vont devoir travailler plus longtemps ? C'est sûr que dans une campagne, oui, c'est dur. Face à ça, Jordan Bardella a dû se réfugier parfois dans une attitude passive-agressive. Après 3 prises de parole, vous n'avez toujours pas dit comment est-ce que vous le financiez. Mais on la finance en relançant l'emploi, je redis ce que je disais. Attal. Vous citiez les infirmières, vous citiez les gens qui ont commencé à travailler tôt. Les infirmières, elles sont déjà un système qui s'appelle les catégories actives, elles peuvent partir plus tôt. Et évidemment qu'elles pourront continuer à partir plus tôt. De même que je vous ai dit qu'on maintiendrait un dispositif de carrière longue, non, c'est le système qui existe. Et puis regardez ça. Que nous allons aller faire la chasse aux mauvaises dépenses de l'État et nous allons faire la chasse à la gabegie. On aura peut-être l'occasion de parler du scandale de McKinsey et de l'ensemble de ces cabinets privés à qui vous donnez des dizaines de millions d'euros puisque le recours aux cabinets privés a explosé sous votre quinquennat. Gabriel Attal, non, mais la réalité, c'est que répondre à l'affaire McKinsey. Non, mais on le voit bien. D'abord, Marine Le Pen, elle est prisonnière. Oui, je vais répondre, mais Marine Le Pen, elle est prisonnière de son propre jeu. Vous expliquez à tout le monde que vous allez leur faire des cadeaux. Puis après, si vous êtes élu, ils vont ouvrir le cadeau, il y aura la matraque fiscale. Ça, c'est une leçon de tactique. Quand il reprend la parole après son adversaire, il ne répond pas sur le sujet qui pourrait le gêner. Non, il repasse à l'offensive. Pourquoi ? Parce qu'il a intégré que celui qui gagne le débat, c'est celui qui parvient à faire passer le plus de temps à son adversaire dans une position d'accusé sur un sujet qui le gêne. Bref, 1-0 pour Gabriel Attal. Mais ça, c'était avant. Et du coup, il faut qu'on en parle. À l'issue de ce débat, nous avons une réponse à une question importante. Jordan Bardella pourra-t-il aller plus loin que Marine Le Pen? Parce que Marine Le Pen a quand même réussi l'exploit de perdre 2 fois face au candidat que personne ne voulait. Mais dans le grand débat du second tour, le fossé de compétences semblait tellement grand qu'une majorité de Français a trouvé peu raisonnable de lui confier les clés du pays. Avec Jordan Bardella, est-ce que ce sera différent? Au plan rhétorique, il faut donc vérifier s'il a progressé en tactique, c'est-à-dire s'il va cesser de se faire balader quand il se retrouve face à un adversaire pugnace et compétent. Et là-dessus, j'ai vu des choses. Mais avant de partager avec vous mes observations, je voudrais quand même qu'on dise un mot de la stratégie de nos deux orateurs dans ce débat. C'était du très classique. C'est une pièce de théâtre qu'on a vu déjà beaucoup de fois. Gabriel Attal avait 2 angles d'attaque. Vous n'allez pas confier le pouvoir à ces gens dont on ne sait pas grand-chose, alors même que nous vivons une période de grand danger. Et le deuxième axe, c'est l'irréalisme des propositions du RN pour pouvoir jouer la carte de « Mes petits amis, il va falloir vous former encore un petit peu, car ça ne se passe pas comme ça dans le monde de la réalité vraie. » Vous dites, on fait la priorité nationale dans la commande publique. Ça veut dire que l'État, les collectivités locales en France, va dire, maintenant, on privilégie systématiquement l'entreprise française face à une autre entreprise. Elles ont en tout cas une priorité dans l'octroi du marché public. C'est ce que vous dites. Parfaitement. Quand bien même on pourrait le mettre en place, ça veut dire que les autres pays européens vont faire la même chose. Évidemment. Ils vont dire, on privilégie nous aussi nos entreprises plutôt que les entreprises françaises ou d'autres pays européens. Comment vous réglez le problème
des entreprises françaises qui ont des contrats publics dans d'autres pays européens et qui produisent en France. Je vous donne quelques exemples. Vous avez l'Allemagne, l'année dernière, qui a passé un méga contrat public pour remplacer ses trains. Il y avait plusieurs entreprises qui étaient candidates pour ce contrat. Siemens, allemand, Alstom, français. C'est Alstom qui a gagné. Les emplois, ils sont à Valenciennes, dans le Nord. Bardella, de son côté, avait également deux grands axes. Bien sûr, l'attaque sur le bilan de Macron, et le second, c'était le manque de cap et de vision de Macron et de son parti. Petit point bonus pour Bardella, il avait également préparé des cartouches pour déstabiliser son adversaire. Le rapport Verhofstadt, qui a fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux, censé démontrer que le camp présidentiel serait en train de diluer la souveraineté de la France, et une déclaration peu flatteuse de Gabriel Attal sur le nucléaire. Non mais je reconnais bien là le talent de macroniste de monsieur le Premier ministre d'être capable de dire tout et l'inverse de tout. C'est mieux que les mensonges des lepénistes, à chaque fois quand même le sentiment d'avoir raison. Moi je vais vous citer un ministre du gouvernement Philippe qui en 2018, à propos de la nomination de monsieur Durugy, a déclaré, ouvrez les guillemets. Le rôle d'un ministre de l'Environnement, c'est qu'il soit capable de dire que notre objectif et de réduire la part du nucléaire dans l'énergie de la France et en même temps d'aller dans les centrales nucléaires qui vont fermer pour expliquer aux salariés pourquoi est-ce qu'elles vont fermer. C'est pas mal, mais comme je vous le disais en introduction, ce n'est pas sur la stratégie qu'on gagne un débat. Vous pouvez venir avec toutes les billes du monde, si vous n'arrivez pas à en placer une, ou si vous vous faites rembarrer, ça ne servira à rien. Qui était ce ministre? C'était moi, je vais vous dire, c'était vous, je vais vous dire totalement. C'est triste pour vous. Mais je vais vous en parler parce de cette déclaration. Je vous ai très bien l'avoir dit. Vous savez, je suis pas comme vous, hein, à changer d'avis sur tout, à ne pas assumer des déclarations passées, à dire on veut sortir de l'Europe, finalement on veut rester dedans. Et c'est là-dessus que Jordan Bardella devait progresser. Il est bon dans ses discours, il est bon dans ses tirades, mais un débat, ce n'est pas une conférence, c'est un bras de fer, il faut s'imposer. Et voilà donc ce que j'ai vu sur ce point. Il y a eu deux temps dans ce débat. Il y a eu toute une première partie du débat où Jordan Bardella est retombé dans ses travers. Soi-disant pour rester dans l'euro. Vous étiez pour la sortie de l'Union Européenne, maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'Union Européenne. Vous étiez pour le Frexit, et maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'Europe. Laissez-moi terminer. Il y a 2 ans, pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen écrivait noir sur blanc, il faut sortir du marché européen de l'électricité. Maintenant, vous nous dites, je veux rester dedans. Règles de fixation des prix. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Le marché, il existe, monsieur Attal. C'est ce que vous dites maintenant. Donc, la question qui se pose, c'est quand est-ce que vous mentiez? Il lui manquait à chaque fois ce petit surplus d'agressivité, de pugnacité pour marquer le point et pour déstabiliser son adversaire. Et puis, vers le milieu du débat, les choses se sont rééquilibrées. Il a commencé à montrer une agressivité qui lui faisait défaut jusqu'à présent. Regardez par exemple ici, là, il ne lâche rien. Et c'est Attal qui commence à montrer des signes de frustration et d'attitude passive-agressive. Il y a beaucoup de ces Français d'origine, de cœur et d'esprit qui sont arrivés en France il y a très longtemps, qui ne comprennent pas aujourd'hui que l'effort exigeant de devenir français, d'apprendre le français, de respecter les institutions, de respecter la police, de respecter l'histoire de France, de participer au roman national, que les nouvelles générations soient dispensées de cet effort. Et vous ne vous rendez pas compte, je vous le dis très sincèrement, la loi et très solennellement, que vous avez voté, justement renforce les exigences de la maîtrise du français, et des de respect des valeurs de la République. Politique d'immigration. Elle nous donne des possibilités d'expulser davantage des personnes qui ne respectent pas les valeurs de la République. Messieurs, il nous reste 10 minutes. Plus 30% d'éloignement forcé depuis le début de l'année grâce à notre loi. Ne vivez pas dans un rétroviseur. Franchement, vu tout ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, 77% pas très bien passé. des viols qui sont commis, des agressions sexuelles qui sont commises à Paris, tous les immigrés sont des voleurs, des délinquants, des terroristes. 77%. Et là j'anticipe, parce que je vous connais, je vais avoir encore une fois Jean Socrate dans les commentaires qui va me dire « Oui, mais tu ne t'intéresses qu'à la forme, vous ne comprenez pas ce qu'est un débat ». Quelle est la valeur ajoutée de ce genre de discours, où vous avez deux adversaires qui se font face dans la même pièce à quelques mètres l'un de l'autre? C'est de pouvoir juger leur caractère. Si ce n'était qu'une question d'idées, qu'une question de logique, on pourrait très bien faire une compétition de tirades écrites. Là, le critère pertinent pour juger serait le logos. Mais ici, dans un débat, c'est une question d'éthos. Est-ce qu'on parvient à gérer la contradiction, la frustration, et finalement à donner une meilleure image que notre adversaire? Et à ce petit jeu, Jordan Bardella a progressé. Donc oui, sans aucun doute, il a le potentiel d'aller plus loin que Marine Le Pen. Et ça, je pense que beaucoup de monde l'a vu. La question est donc, est-ce qu'il parviendra à convaincre sa marraine politique qu'il est temps de passer à autre chose? Venons-en enfin à la leçon pour vous. Une fois que vous avez pris le temps de préparer une prise de parole, de poser vos idées sur le papier, défendez-les. Évidemment que vous allez tomber sur des gens qui vous diront que vous êtes mal préparé, que vous dites n'importe quoi, que vous feriez mieux de vous taire, ne lâchez rien.
pas un pouce de terrain. Faites preuve de caractère et vous verrez que bien vite, ce seront eux qui finiront par douter. Et bien voilà chers amis pour ce nouvel épisode de Parle, j'espère qu'il vous a plu. J'aime bien moi ces grands débats, ça me rapproche d'une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de créer une chaîne YouTube et j'aime toujours aujourd'hui avoir une chaîne YouTube, c'est pour pouvoir être au cœur de l'actualité et tirer des choses qui je l'espère sont utiles de sujets qui autrement pourraient être de simples distractions. Par ailleurs je voudrais vous parler du projet qui m'anime en ce moment. J'ai créé mon token, regardez il est ici, j'ai déployé ce token sur la blockchain Gnosis. Pourquoi la blockchain Gnosis? D'une part parce que je la connais et d'autre part parce que les frais sont tout à fait minimes. Et donc qu'est-ce que c'est que ce token? C'est une pièce en fait, c'est un petit jeton que je vais envoyer dans le portefeuille de personnes qui auront participé à mon premier colloque, parce que je vais commencer à organiser des colloques sur ma chaîne YouTube Business. Le premier thème c'est 16 entreprises méritent votre intérêt. Et l'idée, ça va être de faire une étude de cas d'une entreprise qui a une technologie innovante pour régler un problème important. Et les personnes qui auront été sélectionnées pour ce colloque sur la base d'un petit texte pourront publier leurs vidéos sur la chaîne et grâce au token, elles bénéficieront d'une partie des revenus générés par la chaîne au cours du mois du colloque. Et ce qui est intéressant avec cette affaire, c'est qu'on peut créer beaucoup de choses à partir d'un token, parce qu'on peut créer certains groupes de discussion dont l'accès suppose de posséder le token en portefeuille. On peut créer des systèmes de vote où pour voter il faut bénéficier du token. Et donc moi mon objectif ce serait de pouvoir créer une véritable communauté éditoriale autour de cette chaîne, de gens qui vont pouvoir voter pour le thème du prochain colloque, de gens qui vont pouvoir voter pour les abstracts qui seront sélectionnés ou non. Et donc c'est ça qui m'anime à l'heure actuelle, c'est qu'on a là avec la blockchain et avec l'univers des contrats intelligents, à savoir des contrats qui s'exécutent de façon automatique sous certaines conditions, on a la possibilité de réinventer la manière dont on gère des communautés, de réinventer la manière dont on vote, mais peut-être aussi de réinventer la manière dont on communique. En tout cas, ce sont les sujets qui m'intéressent à l'heure actuelle. J'en parle sur mon canal Telegram, j'en parle sur ma chaîne Business. Je vais également vous en parler dans la prochaine série d'articles que je vais envoyer à mon cercle des orateurs. Je vais vous expliquer ce qu'est vraiment au-delà du baratin le web 3.0. C'est une véritable opportunité de créer tout un tas de communautés, de créer tout un tas de projets, et je vais essayer de vous apprendre tout ça parce que j'ai envie qu'un maximum de gens comprennent ce monde émergent, parce que si le projet que je suis en train de faire sur la 3e chaîne réussit, il y a plein d'initiatives très intéressantes qu'on va pouvoir créer autour de cette chaîne-là, à commencer par pouvoir récompenser la création de contenu, récompenser les gens qui se lancent, récompenser les gens qui innovent. Et si au fond, c'était ça la vraie politique? Je vous laisse avec cette réflexion. N'hésitez pas à me demander plus d'informations sur comment participer au colloque dans les commentaires, etc. Je vous enverrai les liens pertinents. Et si vous voulez apprendre de mon expérience pour pouvoir, pourquoi pas, développer vos propres projets et ne serait-ce que pour votre culture, comprendre comment tout ceci fonctionne, vous pouvez rejoindre le cercle des orateurs et recevoir les emails où je vais vous raconter dans le détail cette nouvelle expérience. Et bien voilà, chers amis, abonnez-vous pour soutenir la chaîne et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.